Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Moi j'aime bien me dire qu'Edna c'est un espace de liberté maintenant dans lequel je m'engouffre et qui me permet de faire plein de choses parce que j'ai le masque d'Edna qui me permet, mais aussi le regard des gens qui change, vu que si je vais maintenant en salle et que je dis bonjour, je suis Gauthier, ouais ok, c'est qui se paye, et puis après j'arrive, je dis bonjour c'est Edna, c'est un personnage qui fait 2 mètres de haut avec une aura supplémentaire et donc on m'octroie plus de crédit, on m'écoute beaucoup plus, on réagit plus à mes interactions, donc c'est pas moi qui change, c'est le regard des autres, vous savez. Nouvel épisode des gens qui doutent dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Edna Thorgalson et Mademoiselle Boop, 2 drag queens bruxelloises que j'aime énormément. Vous les avez peut-être entendues dans leur podcast Boop et Edna, vu dans la première saison de Drag Race Belgique dans laquelle elles ont vendu du rêve, ou encore admirées sur scène, notamment au Cabaret Mademoiselle, lieu emblématique du milieu drag à Bruxelles, créé par Mademoiselle Boop elle-même. Et c'est d'ailleurs là-bas, dans les loges du cabaret, qu'on s'est posé toutes les 3 avec Gauthier, Edna et Renaud, Mademoiselle Boop, pour parler de plein de choses, de leur participation à Drag Race Belgique, évidemment. Et c'était assez intéressant parce qu'à la diffusion de l'émission, ils ont eu des réactions très différentes tous les deux, de comment ils se sont lancés dans le drag, de la première prestation de Mademoiselle Boop dont elle n'a pas vraiment souvenir parce qu'elle a bu une demi-bouteille de vodka, de comment on crée un personnage, de ce milieu drag qui est à la fois très bienveillant, à la fois très langue de vipère. Et puis je leur pose plein de questions telles que est-ce que le drag est toujours lié à l'orientation sexuelle, ou encore pourquoi il y a plus de drag queens que de drag kings. J'espère que tout ça vous plaira. Comment ça va déjà ? Et ça va, en tout cas moi ça va. Moi ça va aussi, un peu fatigué, moi j'ai une journée de travail dans la tête, beaucoup de néerlandais, oh là là, c'est pas possible. T'as toujours ton travail full-time ? Oui. Là, j'avoue que ça commence à être long. Hein. Il est temps qu'il y ait un des deux qui réduise un petit peu, mais ça va être sûrement Edna qui va un petit peu se mettre sur le côté. Mais attends, un petit peu, hein, pas beaucoup. Mais là, j'accepte des trucs tous les week-ends, alors que j'ai quand même mon temps plein à côté. Peut-être que je peux mieux choisir les projets, mais plus dans ce sens-là. Ok. Mais Edna n'est pas prête de partir tout de suite. Pas tout de suite. Ça aurait été vraiment un mauvais début d'épisode. Et bim, on arrête la carrière. Je doute. Vous faites quoi en ce moment ? Est-ce que vous avez un peu eu ce truc de après Drag Race, on profite de tout ce qu'on peut, on accepte toutes les opportunités parce qu'il y a... Ah, t'as les 2 bons profils. Ah oui, t'as eu vraiment Edna, à mon avis, qui veut être sur tous les projets et absolument partout, et moi qui ai eu une espèce de breakdown, rejet total, foutez-moi la paix, je veux plus entendre parler de qui que ce soit, de quoi que ce soit, et je reste cloîtré chez moi. Ah ouais ? Pourquoi ? Ouais. Fatigue intense, aussi bien physique que mentale que psychologique que tout ça, et ouais, l'aventure Drag Race ça a été long en fait, parce que on n'en voit que 8 semaines à la télévision. Ouais, pour resituer pour les gens, ça a été tourné en juillet. Oui, alors, mais pour nous, ça a même commencé en avril, l'annonce du casting. Ok, donc avril, on vous annonce qu'il y a un casting. Ouais. Déjà, vous regardez toutes entre vous, enfin tous, là, je vous genre au masculin, là ? Tous. Oui, on est fluide au niveau y a pas du genre en rage, donc tu peux dire il, elle, yel. Yel, Yul, pas pour moi. Non, j'aime pas trop le yel non plus, mais bref. Moi, j'aime bien, si on parle de Mademoiselle Boop, qu'on dise elle, donc parlons de elle. Donc, vous recevez en avril l'annonce du casting, vous regardez toutes entre vous en vous disant on n'est que 10. Donc on y sera toutes. Exactement. Globalement, ça a fait un peu ça. On s'est regardé en disant « Mais c'est pas possible, ça va être ridicule. Drag Race Belgique, mais ce n'est pas possible. » Et puis finalement, on s'est comme dit « Si c'est pas nous qui y allons, qui va y aller ?» La foire au boudin. Oh, ah non. Il fallait amener un peu d'expérience. Et donc, voilà, on s'est un petit peu motivés mutuellement. Hein. On parlait de ça comme un camp de vacances. Tu parlais de ça comme un camp de vacances. On va aller ça comme un camp de concentration. Hein, Pourquoi t'avais une mauvaise image, on peut le dire ? Non, c'est pas par rapport à l'image, c'est plutôt déjà sortir de chez moi pour une nuit et dormir ailleurs, c'est compliqué, mais là, ça c'était vraiment prévoir de partir 3 semaines loin de chez moi, loin de mes habitudes, loin de tout.
Surtout pour aller à Liège. Pour aller à Liège. Où avait lieu le tournage. Donc, vous recevez l'annonce que vous êtes dans le casting de Drag Race Belgique saison 1. Ouais. Vous vous sentez comment ? Alors, moi, dans un sens, je me suis dit, à la fois merde, parce qu'effectivement, it's becoming real. Et puis, en fait, ça lance la machine, il faut taffer pour se préparer pour l'émission. Et puis non, il y a aussi de l'excitation et on est content au final quand même de pouvoir faire partie de cette aventure qui, l'air de rien, ça fait quand même presque 10 ans que je suis Drag Race aux États-Unis, sur les plateformes, etc., internationales, et de se dire que, bim, on va faire partie de la franchise, ça fait quand même des petits papillons dans le ventre. Est-ce que vous avez dit, genre, RuPaul va savoir que j'existe ? Non, parce qu'on se doute bien que RuPaul, même les filles aux États-Unis, elles se souviennent pas de leur prénom après leur saison, donc. RuPaul a encaissé son chèque. À Belgique, c'est les gaufres, là, c'est ça. Oui, par contre, ça nous rapproche de toutes celles qu'on a admirées. Alors, est-ce qu'elles ont vu notre saison ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, ça peut potentiellement amener à des projets qui nous rapprocheraient d'elles. Donc ça, c'est cool. Et toi, Gauthier ? Moi, j'avais, avant de proposer ma candidature, j'avais déjà fait mes prospections auprès d'éventuels fournisseurs ou designers, etc. Ah oui, donc toi, t'étais déjà... I'm the queen. Parce que j'avais prévu de gagner. Oui. Quelle ne fut pas sa surprise finalement. Mais donc, en fait, du coup, je voulais pas m'aventurer dans l'aventure avec si peu de temps de préparation et de devoir tout découvrir à ce moment-là. Donc, j'avais quand même mis mes pions. Si jamais je suis sélectionné, est-ce que je peux compter sur toi ? Si jamais... donc, je me sentais assez confiant quand j'ai postulé, quand j'ai reçu la réponse positive aussi. Et puis après... c'était le bordel. C'était le bordel. Une gestion de projet, mais avec trop de look, trop de trucs à faire, sans avoir pris congé directement au boulot. Donc j'étais en train de faire ça sur le côté. C'était très fatigant. Oui. J'ai regardé il n'y a pas longtemps notre échange, parce qu'évidemment je savais que Boop participait, nous ne sommes pas débiles. Je regardais notre échange sur Messenger juste avant qu'on rentre dans le taxi qui allait nous mener, ou même la veille avant d'aller dormir, avant de se retrouver sur le tournage. On se pissait dessus, on voyait qu'on est vraiment des pauvres gens. C'était très stressant de se dire qu'en fait, on joue notre vie, on joue notre carrière, enfin notre carrière drague, je veux dire notre vie drague, quelque chose comme tu dis qui nous inspire depuis autant d'années. Finalement, on va dans la plus grande émission pour ce genre de profil-là, et il faut avoir des couilles quand même, voilà. Ou de bons ovaires, voilà, en fonction de... Et donc là, vous avez dû préparer des tenues pour jusqu'à la toute fin. Vous avez tous prévu comme si vous alliez gagner, vous avez les tenues pour chaque étape, chaque défi. Donc ça fait un total de 30 ? On était entre 20 et 25, un truc comme ça, ou 26, je sais plus. On avait droit à quoi ? 5 valises. On est tous venus avec 5 valises plus 45 sacs Ikea. mais regardez, j'ai le bon nombre de valises. C'est comme Ryanair, quoi. C'est ça. Ok. Oui. Et puis 3 semaines à Liège de tournage, 3 semaines hyper intenses, où vous devez à la fois être la meilleure drague possible et en même temps vous devez être épuisé mentalement. Et ce qui est particulier, c'est qu'on doit être la meilleure drague dans des compétences qui ne sont pas nécessairement celles qu'on a d'habitude. Alors oui, le modèle américain, c'est une drague qui sait danser, chanter, faire des splits, coudre, qui est aussi improvisatrice. Enfin, en gros, c'est Superwoman. Et c'est ce qu'ils attendent de nous. En tout cas, chacun des épisodes teste de manière relativement objective, on va dire ça quand même, des compétences. Dans un ordre arbitraire, par contre, ça c'est sûr. Et c'est ça qui est stressant, en tout cas pour moi, c'était de me dire, je vais me retrouver à un challenge de danse. Alors j'aime bien danser, mais je ne suis pas danseur. Je vais me retrouver à un truc de chant, je ne sais pas chanter. Enfin, je chante passablement, mais je ne suis pas chanteur. Et ton point fort, c'est pas ton organe ? Ah oui, ça c'est ce que je dis depuis le début. C'est une compétition au final où on nous juge sur ce qu'on ne fait jamais. Parce que globalement, on est drague, on lip-sync principalement, donc effectivement c'est le challenge final, c'est le lip-sync pour sauver ta vie, pour sauver ta peau si jamais tu t'es merdé, mais tous les autres défis
écrire des discours de reine, faire de l'impro, ce genre de choses. C'est pas notre core business, c'est pas notre métier. Nous, on est... Comme pour le talent show. On nous dit, vous devez préparer un talent show. On dit, notre talent, nous, c'est de faire du playback. Super, l'émission. Et donc, du coup, on est obligé de se creuser les méninges pour essayer de proposer quelque chose de différent, de montrer aussi qu'on est des artistes complets. Et du coup, tu te retrouves à couper un oignon et à moi à me prendre pour une cantatrice spatiale. C'est bien parce que ça nous... Enfin, moi, personnellement, c'est pour ça que j'aimais bien, que je voyais ça comme un camp de vacances, un truc où on me donne les moyens de jouer. Voilà. Tiens, Edna, y a du budget, tu peux te déguiser, tu vas faire la juge. Ah, tiens, Edna, tu vas faire ceci. Et donc, c'est pour ça que j'étais pas trop stressé pendant la compétition. Et même au final, sauf si je me suis vraiment aveugle sur mon propre comportement, mais quand j'ai été éliminé, lors du tournage de cet épisode-là, j'étais plus embêté de ne pas pouvoir faire mon truc, mais je continuais de manière un peu putée à faire mon bazar, mais j'étais pas si stressé que ça. J'étais même, si je me plante, et voilà, c'est un jeu. Après, ça m'a fait chier, très clairement. Mais sur le moment même, j'ai pas senti que c'était une compétition, que j'allais jouer ma vie. Je me dis, oh merde, je vais me planter, et je vais lip-syncer. Mais là aussi, je me suis planté. Donc, Et il y avait une pression c'est quelque chose qui peut changer en vrai votre carrière, parce que c'est un peu comme les humoristes jouaient à Montreux, en fait. C'est un truc où t'es filmé, et tu sais que s'il y a bien un moment où tu dois pas te planter, c'est là. Parce que peut-être ça peut mener nulle part, mais peut-être ça peut faire de grandes choses. C'est le montre du drag. Oui, forcément, c'est une première saison, donc on savait pas trop bien ce que ça peut... On ne sait toujours pas trop bien ce que ça peut créer comme effet réellement, mais après, de là à se dire que ça peut détruire ou lancer une carrière, je ne crois pas. D'ailleurs, quand on voit justement plutôt qu'on compare avec les saisons américaines, même celles qui se sont vautrées ou qui sont parties en premier ou qui, on peut dire, qui ont été les bitches de la saison, elles ont quand même toutes, par la suite, eu des tonnes d'opportunités, des tonnes de choses. Donc, moi, j'avais pas vraiment cette pression de me dire que je jouais ma carrière ou ma réputation ou quoi ou qu'est-ce. Donc, plus dans le genre, je vois ça clairement comme une plateforme, et c'est comme ça aussi qu'on nous l'a vendu, une plateforme de visibilité. Je me dis, je vais investir mon temps, mon énergie et mon argent dans quelque chose qui, je l'espère, m'ouvrira des portes. Donc, je ne peux rien perdre hormis mes investissements, mais donc ma dignité un petit peu aussi. Mais j'envisage et j'envisageais toujours, j'envisageais et j'envisage toujours de faire de la télé, de faire un spectacle, etc. Donc on m'ait donné une visibilité et que je devienne du coup personnage public et que ça permette d'autres choses que Edna avant n'aurait pas pu avoir. Donc voilà, j'attends. Si vous êtes producteur et que vous écoutez ce podcast, je suis sympa. C'est un peu à double tranchant, j'ai l'impression, parce qu'il y a énormément de gens qui ont découvert le drag avec ça. Moi y compris, j'avais jamais regardé un épisode complet de Drag Race avant. Ça apporte énormément de visibilité au milieu drag, mais plus de visibilité, ça veut dire aussi plus de gens qui cassent les couilles derrière, parce qu'ils connaissent pas le milieu, j'ai l'impression. Oui, après moi je me suis un petit peu blindé sur tout ce qui est réseau, etc. pour ne pas aller lire les commentaires des gens qui trouvent honteux d'utiliser l'argent public pour faire ce genre de choses et pour montrer ce genre de personnes à la télévision. Moi je trouve que justement c'est plutôt très très positif, même s'il y a des gens qui cassent les couilles, de montrer notre petite discipline de niche et de l'amener, de la mainstreamiser comme on dit, même si parfois mainstream a un côté... faut un peu être vu un peu de manière négative. Moi, je trouve que justement, c'est bien. Moi, j'ai tout regardé, par contre. Dès qu'on m'envoyait les messages, j'étais sur Reddit, je suivais vraiment tous les bazars. Et j'ai pas vu tant de haine que ça. C'est vrai que j'ai pas regardé les commentaires Facebook. Ah non, là, il y en a plein. C'est les plus amusants. À un moment, ça m'amuse, en fait, les commentaires Facebook. Mais c'est pas réellement sur nos réseaux qu'on a eu des commentaires négatifs. C'est plutôt des bulles de bienveillance sur nos réseaux Instagram et Facebook. On a plutôt été couverts de plein d'amour, mais par contre les posts directement postés par la LTBF ou par Tipeee ou ce genre de choses, ceux-là étaient plus visés par des commentaires haineux, mais c'est vrai que nous individuellement rien, et même sur Reddit. Voilà, sur Reddit c'est peut-être plus des critiques par rapport à l'épisode, à ce qu'ils ont vu à l'épisode, mais pas
à l'encontre de nous, mais par rapport à notre performance. Donc, je sais pas, je me suis fait critiquer sur mon pantalon, et ben voilà, je l'accepte aussi, tu vois. Mais c'était pas sur notre personne qu'on est des monstres et qu'on devrait rester Moi, j'ai cachés. arrêté justement de regarder après l'épisode 2 ou 3 où à chaque fois les commentaires étaient plutôt genre Boop aurait dû partir, Boop aurait dû être dans le bottom, Boop aurait dû... Tu fais juste, mais pourquoi ils disent ça? C'est pas agréable du tout, même si tu sais que... Bah, c'est un jeu et les gens, ils ont des préfs. Oui, c'est ça, mais ne le dis pas en fait. Ça ne t'apporte rien de... D'un côté, vu que c'est de la télé, les gens, ils pensent que c'est de la télé, c'est abstrait, il n'y a pas des vraies personnes derrière qui vont lire les commentaires. C'est vrai. Ouais. Mais on est des vraies personnes. Comment vous avez commencé le drag? Boop, toi, ça fait 20 ans? On a la même histoire, donc ça va aller assez Le vite. couteau dans la plaie. Oui, ça fait presque 20 ans. J'ai commencé en 2005 à cause d'un travail à l'IEX qu'on a dû faire, que tu as dû faire aussi sûrement, travail de photo sur une profession. Ouais, ils ont toujours pas, en 20 ans, ils n'ont pas changé les... Okay. Et c'était même pas mon travail, c'est une de mes collègues et amis de l'époque qui m'a dit « Ah, bah, j'aimerais bien aller découvrir le monde des transformistes travelotes, comme on les appelait à l'époque. » Et comme elle savait que j'étais un peu you-you, elle m'a dit « Oh, tu veux pas venir Un peu you-you, c'est quoi? Un peu you-you, bah, un peu de la communauté LGBTQ+. De la jaquette. De la jaquette. Ça fait longtemps que j'avais plus entendu. C'est ça. Et du coup, moi je connaissais pas trop, enfin je connaissais même pas du tout l'univers drag et l'univers des transformistes à l'époque. Et bah, du coup j'ai découvert, on s'est retrouvés chez maman où j'ai découvert justement cette discipline. Et comme toute mon enfance, j'ai eu des activités artistiques dans tous les sens. J'ai fait du théâtre, de la danse, de la musique, etc. J'ai vraiment trouvé une espèce de discipline qui regroupait un peu tout. Parce qu'au final il y a quand même un travail de comédien, il y a un travail chorégraphique, il faut construire ses numéros, il faut construire ses looks, etc. Et bah, du coup après quelques mois avoir découvert tout ça chez maman, j'ai tenté lors d'une nuit qu'ils appellent la nuit des débutantes, où tu es coaché pendant 4-5 répétitions avant, et le soir même on te maquille, on te pimpe et on te jette sur le comptoir de ce bar mythique. Et puis voilà, je suis tombé dedans. Et... Il paraît que tu avais bu une demi-bouteille de vodka. Ouais. C'est beaucoup. Ah, c'est beaucoup. Et t'as réussi à danser et tout Je sais pas, je me souviens pas du premier soir. Heureusement, c'est un week-end, donc j'ai fait le vendredi. Il m'a fallu une demi-bouteille de vodka pour le courage. J'étais à 4 pattes en fin de soirée, je comprenais plus rien du tout à ce qui se passait. Mais le lendemain, tu te réveilles, tu te fais merde, j'ai même pas pu profiter. Et donc le deuxième soir, j'ai fait ok, bon bah là on profite réellement, et là j'ai pas fini la bouteille de vodka. J'ai juste pris un verre ou deux. Et tu t'es senti comment? Eh ben j'ai kiffé. Et là, effectivement, ouais, tu te dis, c'est cool. Après, c'est tellement lointain maintenant que je me souviens plus vraiment de T'as pas encore dessoulé. J'ai pas encore dessoulé. Mais non, bah, comme directement, à mon avis, le lendemain, j'envoyais un message à maman, la chef de troupe, en lui disant je recommence quand vous voulez. J'imagine que je trépignais. Je me suis dit j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ma place. Et tu faisais quoi avant? Ah bah, j'étais encore étudiant à l'IEX quand j'ai fait cette première tentative et cette première... je crois que je venais d'être diplômé. Mais du coup, ça m'a totalement dévié de ma potentielle carrière dans la publicité. Il y a quelqu'un qui fait des études de com et qui finit par ne pas faire de com. Donc non, je n'ai jamais travaillé pour ce que je devais faire, et je me suis retrouvé dans le milieu de la nuit, et directement chez maman, où j'ai eu longtemps, j'ai travaillé là-bas presque 15 ans avec plusieurs casquettes, manager du bar, sur le bar, et bras droit pour le spectacle, etc. Donc voilà. Et toi, Gauthier? Eh bien, on enchaîne très bien, parce que du coup, quand Mademoiselle Boop était manageuse au bar,
Elle avait besoin d'étudiants et j'étais étudiant à l'ULB en gestion de l'environnement et mon copain travaillait chez T'as maman. très mal géré l'environnement Ah là. ben voilà. Et du coup, j'étais chez maman comme barman étudiant, sous les ordres de Mademoiselle Boop. Et une fois par an, ils ont la soirée massacre où les filles, les drag queens font le bar et les barmen font les shows des drag queens, des travelottes, et en massacrant les numéros des habituels. Et donc j'ai fait la première fois, c'était quoi, en 2013 je pense, ou 2012. Le temps passe si vite. Et c'était Mademoiselle Boop qui m'avait maquillée. Mais c'était un petit maquillage tout féminin à l'époque. Et donc, en fait, j'ai passé une mauvaise soirée. Je l'ai pas du tout aimé. Et avant d'aller chez maman, j'étais pas spécialement aficionados des drag queens. J'étais là et je travaillais et je m'amusais avec des potes, quoi, c'est tout. Je regardais avec intérêt, mais je veux dire, je n'aspirais pas à devenir drag queen. Et puis, après cette soirée massacre, qui en général est en juillet, il me semble, ou en août. En été. En été. J'ai découvert RuPaul's Drag Race, saison 3 ou 4 à l'époque. Et je me suis dit, mais non dit Doom, ce qu'on voit à la télé est tellement bien. Il y a tellement plus que ce qu'on voit juste chez maman. Parce qu'effectivement, tout comme on disait tout à l'heure, il y a 40 000 compétences qu'on nous demande de faire. Et du coup, j'ai vu un autre intérêt personnel et je me suis dit, tiens, challenge pour la prochaine massacre, c'est moi qui fais mon propre maquillage. Et donc, j'ai appris à me maquiller comme ça en observant les autres, en regardant sur YouTube qui commençait à faire des tutos à l'époque. Et donc, je m'impliquais un peu plus dans la construction de ce personnage. Je sais pas si Edna s'appelait déjà Edna à l'époque. Donc voilà, la deuxième fois que j'ai fait la soirée massacre, donc un an après, j'ai beaucoup plus apprécié et j'ai demandé à maman si je pouvais faire la nuit des débutantes, qui est le passage obligé pour toutes celles qui veulent travailler intégrer la troupe. Et voilà, j'ai rejoint l'équipe. Et puis voilà. Puis on a connecté et on est devenu. T'as eu une année sabbatique. Edna. Quand j'ai commencé, t'avais une année sabbatique. Je crois que tu t'investissais du coup dans ton autre carrière. Mon autre carrière. Je sais pas si on peut citer. Bah oui, j'étais manager d'une boutique de cosmétiques, Voilà. mais. Enfin, après, t'étais en down pour le drag, t'avais un peu laissé tomber. Donc, pendant ma première année, je vivotais, j'étais chez maman. Et puis, on s'est retrouvés. Mais on était potes, on se connaissait. Hein. Et donc, du coup, quand t'es retourné chez maman, on a tout de suite cliqué et on a fait les 400 coups ensemble, des vidéos YouTube, on a été sur un bateau. On a été aux Fiertés Namuroises. Sur un bateau, tu veux dire le truc de la démence La démence, oui. Donc là, c'était en 2014 et j'avais déjà dit, je me rappellerai toujours de le petit Gauthier sur un bateau rempli d'homosexuels, complètement drogués, et moi habillé en femme, en train de faire Qui l'aurait cru? Le petit coincé, le petit En nerd. tout cas, pas ta maman. Ah, pas ma maman, elle n'y croit toujours pas. Elle espère sûrement que je vais arrêter prochainement. C'est vrai? Ah oui, au niveau soutien familial, moi, j'en ai pas beaucoup. Quand j'ai voulu participer à Drag Race, ils m'ont tous dissuadé en disant « Mais non, tu ne te rends pas compte. Les gens vont savoir que tu fais du drag. » Oui, mais ça fait déjà 10 ans, vous savez. Oui, mais en plus, t'es chef d'équipe, donc tu vas perdre ton autorité, les gens vont se moquer, gna gna gna. Donc vraiment une grosse crainte. Bon, moi, on me dit ne fais pas un truc, je saute dedans. Donc ça m'a sûrement convaincu encore plus de faire Drag Race. Mais donc oui, ils m'ont vu une fois en spectacle, ils ont vu les vidéos sur YouTube, mais ils n'ont jamais montré plus de soutien que ça. Et là, tu peux mettre le son guitare. Donc oui. Et en général, enfin oui, toute ma vie liégeoise, ma famille, etc., ne sont pas très impliqués dans ma vie drague. Voilà, même ma sœur qui est plus jeune que moi, mon frère qui a que 50 plus que moi, ils gardent une distance par rapport à ça. C'est trop bizarre. Même après l'émission? Oh, non, même pas. J'ai pas reçu de coup de fil après mon élimination. Oh. Et là, en fait, je vais revoir ma famille, ma sœur qui habite en Suisse, donc c'est pour ça aussi, mais elle pourrait me téléphoner. Je la revois ce samedi et je vois ma famille ce dimanche pour l'anniversaire de ma mère. Et je crois que c'est la première fois que je les revois depuis mon élimination, parce qu'il n'y a pas eu nécessairement une marque de soutien depuis, et même eux ne veulent pas rentrer spécialement dans ma bulle parce qu'ils ne veulent pas déranger, mais je crois que ça les dérange juste. Voilà, c'est tout. Je dérange. Et toi? Ta famille Ah, mais je compare avec sa famille l'adore.
Oh au début ça a été compliqué avec ma maman, quoique pour le drag ça va. Elle a dit c'est la cerise sur le gâteau. Un peu plus, un peu moins, je vous le mets. Mais non, ça va. Ma mère a prêté de l'argent pour que j'ouvre le cabaret. C'est ta première fan, hein? Oui, ma mère, ma sœur, elle me dit toujours que je suis fabuleux, génial, incroyable. Donc oui, j'ai plutôt des fans dans la famille qui étaient très remontés aussi après mon élimination et qui voulaient envoyer des courriers atypiques et qui décortiquaient l'épisode qu'elles ont vu 14 fois en disant oui mais celle-là à ce moment-là elles ont fait ça et t'aurais dû être avantagée et elle pénalisée machin. J'avais qu'une envie, c'était de passer à autre chose, mais elle ressassaient. Mais non, oui, sinon ça se passe bien. Ok, et pourquoi ta mère avait du mal alors? Tu dis cerise sur les gâteaux. Au tout début, Ouais. oh non, c'est parce qu'il y a eu plutôt le coming out, le premier copain avec qui ça ne s'est pas bien passé. On a eu une période de froid, on va dire, pour plein de raisons. Mais on s'est vite rabiboché et effectivement, du coup, il y a eu le coming out et toutes ces questions-là qui ont été un peu dures à avaler. Et puis, du coup, c'est quoi, 1 an ou 2 après, peut-être un peu plus, annonce de finalement, je vais peut-être pas utiliser mon diplôme comme souhaité et je vais peut-être faire du spectacle et en plus je me maquille en femme et dans un petit bar bruxellois. Elle a dit c'est là, écoute, la cerise sur le gâteau. Donc voilà. Et elle vient te voir en show maintenant? Oui, elle vient régulièrement au cabaret Mademoiselle et ailleurs. Et elle a suivi assidûment Drag Race. Elle a fait le deuil du petit Renaud qu'elle espérait et elle accepte maintenant la reine de la nuit. Exactement. L'impératrice. Comment on se sent? Moi, je pense à un truc qui doit être fou. La première fois qu'on monte sur scène en étant maquillée, en étant habillée différemment, et j'ai l'impression que ça doit donner une espèce de sentiment immense de liberté. Et de là, quoi que je fasse, c'est pas moi. Donc, il n'y a plus rien qui compte, entre guillemets. Ah bah non, ça dépend quand. Si la première fois, ou ça dépend en tout cas pour mon expérience à moi, je me suis senti justement à l'inverse très incarcéré dans une autre enveloppe. Je voyais Gauthier dans des traits avec des costumes qui me serraient, etc. Je ne me sentais pas du tout... Tu te voyais comme si tu étais déguisé plutôt que de voir que tu étais une autre personne, quoi. J'étais pas... révélé, il n'y avait pas eu de catharsis, il n'y avait pas eu d'aura, etc. Mais après, effectivement, maintenant quand je le fais, il y a clairement un espace de liberté. J'aime bien décrire Edna comme un terrain. Je suis très géographe, apparemment. C'est de mon côté gestion de l'environnement. Tu vois. Et donc j'aime bien me dire qu'Edna, c'est un espace de liberté maintenant dans lequel je m'engouffre et qui me permet de faire plein de choses. Parce que j'ai le masque d'Edna qui me permet, mais aussi le regard des gens qui change, vu que si je vais maintenant en salle et que je dis bonjour, je suis Gauthier, ouais, ok, c'est qui se paye, et puis après j'arrive, je dis bonjour, c'est Edna, c'est un personnage qui fait 2 mètres de haut avec une aura supplémentaire et donc on m'octroie plus de crédit, on m'écoute beaucoup plus, on réagit plus à mes interactions, donc c'est pas moi qui change, c'est le regard des autres, vous savez. Je sais pas, tu partages le même avis? Pas du tout. Ah, c'est très bien, t'as deux versions de l'histoire. Non, moi, effectivement, tout le monde dit, en tout cas la majorité des drags disent, comme tu l'as dit, tu deviens un super-héros, une super-héroïne et t'es plus toi-même et bim, tu t'es prêt à faire n'importe quoi. Moi, j'ai dû faire un apprentissage de tout ça. Ça n'a pas été un déclic de bim, je suis une autre personne. Ça a plutôt... j'ai dû apprendre à ne plus être moi-même et à créer mon personnage plus exubérant, plus confiant, plus... T'entends quoi par ne plus être toi-même?
Renaud, au quotidien, il n'aime pas les gens. Mademoiselle Boop non plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais justement, c'est ça. Il a fallu apprendre. Et puis, non, globalement, je me mettrais pas en danger comme je me mets en danger avec mon personnage Mademoiselle Boop. Et surtout, il faut performer, il faut être performant, il faut être social, il faut être tout ça. Donc tout ça, j'ai dû apprendre au fur et à mesure du temps, au fil du temps, au fil des expériences, au fil des soirées chez maman, au fil de tout ça. Et c'est surtout à l'arrivée d'Edna où j'ai eu une espèce de déclic justement sur je suis quelqu'un d'autre, ou en tout cas je peux être quelqu'un d'autre, vas-y, amuse-toi d'autant plus. Je crois que j'ai pas eu ce déclic avant où j'étais encore très dans ma petite bulle et je faisais juste mes shows que j'avais bien préparés, bien calculés, bien chorégraphiés et ça se résumait à ça, mon drag pendant quelques années. Et puis Edna est arrivée et là où j'ai compris qu'on pouvait justement profiter de plus être soi dans un sens et de tenter des choses qu'on ne ferait jamais au quotidien. Comment on crée un personnage de drague ? Est-ce que c'est comme dans l'humour où genre on cherche son clown, petit à petit on essaie différentes choses, on voit comment ça se passe, ou est-ce que c'est construit en fonction de ce que vous refusez dans la vraie vie quand vous êtes vous ? Ou les deux ? C'est pas facile parce qu'on m'a déjà demandé de faire des workshops drag à chaque fois. Oui, ok, je vais donner un aspect théorique d'où viennent les drags, un peu un historique. Et puis j'explique comment construire un numéro. Non, c'est très facile vu que c'est sur une chanson, donc j'explique attention à différents paramètres. Mais le personnage drag en lui-même, je ne connais pas encore la recette. Moi, je l'ai développé parce qu'on m'a donné la chance d'aller sur scène et de travailler dans un environnement safe pour les dragues chez maman. Et une fois qu'on a quitté chez maman pour venir au cabaret Mademoiselle, j'ai redéveloppé une nouvelle partie parce que là j'étais non plus une drague qui fait du playback et qui va boire un verre avec les gens. Là j'étais aussi une présentatrice et donc j'ai appris un aspect plus théâtral d'Edna. Et donc c'est vraiment un truc très conjoncturel, j'ai envie de dire, qui fait qu'il y a certaines parties qui peuvent émerger, éclore, et certaines choses qui peuvent arriver, et d'autres qui vont peut-être se tasser. Je sais pas, donc la réponse du scribe, c'est avant tout des rencontres. Parce qu'au final, c'est un peu ce que tu dis, Boop, aussi, qu'avant que je sois là, tu avais un certain schéma, une certaine façon de pratiquer le drag, et puis en me rencontrant, ça a développé autre chose, et puis après, il y a encore eu d'autres rencontres. Ah oui, le personnage évolue au fur et à mesure de la carrière, en tout cas pour moi, pour nous, je pense. Mmh. Après, ça dépend aussi parce qu'il y a certaines personnes qui vont plutôt avoir une espèce d'approche de comédien pour créer vraiment un personnage très défini. Ils vont donner des tags, enfin des caractéristiques à leur personnage en disant je veux qu'il soit exubérant, je veux qu'il soit comme ça, même des propriétés physiques, elle sera toujours blonde, elle sera dans les années 20, etc., etc. Moi, j'ai pas du tout eu cette démarche. J'ai été transformé une première fois, j'ai appris un peu le maquillage, et puis au fur et à mesure, je suis parti de qui j'étais en Renaud, upgradé, on va dire, et j'avais, à l'époque, je ressemblais à rien, j'avais un petit look de punk, et du coup, mon personnage drag était une version juste féminine de moi, avec ma petite crête et mon petit look de punk, et c'est vraiment au fur et à mesure des numéros qu'on construit, des gens qu'on rencontre et de tout ça que le personnage évolue, s'affirme et prend l'une ou l'autre direction. Donc il y a vraiment deux ou peut-être plus manières de construire son personnage. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question. Je regarde par exemple Dame Edna Everage, qui est une drag queen australienne hyper connue dans le monde anglo-saxon. Elle a genre 60 ans ou en tout cas 55 ans de carrière. Elle est décédée la semaine dernière. Et c'était
un personnage drague qu'elle a gardé, et dès le début, il y avait déjà des cheveux lilas, des lunettes exubérantes, machin, et donc son personnage drague était clairement dans une approche de comédie, où on a des critères qui identifient très fort le style vestimentaire et une façon de parler, etc. Alors que nous, c'est une, entre guillemets, extension de nous. On y met du nôtre, en fait. Enfin, non pas que le comédien n'est pas du nôtre, le musicien, mais on est, Ça évolue on est en aussi même temps sur que la vous, scène. quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et est-ce que des fois c'est pas difficile de sortir de ça? Parce que si c'est un endroit, enfin ce personnage où vous vous sentez bien, où vous acceptez peut-être des choses que vous permettez pas dans la vraie vie, est-ce qu'il y a pas des moments où vous avez envie d'y rester plus longtemps et genre il y a un peu une sorte de comme de gueule de bois le matin de se dire ah zut c'est le matin, on n'est plus le soir à être son personnage, à danser, à être dans la foule. Moi, en général, j'ai une sorte d'inertie. Plus j'en fais, plus je veux en faire. Mais quand j'en fais pas, je veux pas en faire. Donc je suis entraîné. Bon, là, je suis toujours en plein dedans. Depuis le mois de janvier, j'arrête pas d'en faire toutes les semaines. C'est ma première semaine où j'ai plus que 7 jours sans drague. Sinon, D'où la moustache. D'où la moustache, enfin. Et donc oui, il y a un côté un peu addictif parce que c'est un environnement, mais comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est l'espace qu'on donne avec des interactions qui nous renforcent aussi. On va pas... Enfin, moi, j'aime bien en tout cas le fait qu'on m'applaudisse, le fait de me mettre en spectacle. Et c'est vrai que quand je rentre après à la maison et que je suis avec mon copain, machin, il faut le temps que j'atterrisse, que je me rappelle, je ne suis pas en représentation, je peux être aussi quelqu'un de sensible et humain, sans Mais perruque. Edna est sensible aussi. Oh, c'est vrai. Mais un peu too much parfois, elle est épuisante. Ah, ça c'est sûr. Et toi Renaud? Moi, ça me prend énormément d'énergie. Donc, j'ai vraiment besoin de mes phases de repos. Et donc, non, je suis content, moi, de sortir, de me retrouver le lendemain matin dans mes Doc Martens plutôt que mes talons. Parce qu'en plus, ouais, c'est clairement déjà physiquement fatigant. Et puis, comme j'expliquais tout à l'heure, ça me demande de l'énergie de ne pas être moi-même et de sortir de tout ça pour oser parler en public, prendre un micro et me mettre en scène. Donc j'aime bien mon quotidien, retrouver mon quotidien. Après, effectivement, je crois que c'est comme tu dis, c'est plus on en fait, plus on est dans un rythme de aller go go go. Mais t'as pas envie d'y rester non plus 24 heures sur 24. T'as besoin de tes phases de récupération. Oui, ça clairement. Est-ce que c'est bon, je compare encore avec l'humour, mais je connais a priori que ça. Est-ce que c'est aussi genre en humour, on dit ouais c'est toujours des clowns tristes et tout. Est-ce que en drague c'est un peu le même principe? Non. Oui. J'ai l'impression en tout cas que toutes les dragues ont quelque chose de cassé en elles, mais Ah oui. bah oui, Tu on l'as a quand même tout à l'heure. tous des qui n'en parcours a pas pas faciles ou des traumas et tout ça. Après, je pense que au quotidien, on n'est pas toutes forcément déprimés et solitaires. C'est assez varié. Oui, je crois qu'il y a de tout. On peut toujours faire des parallèles, mais ça c'est un peu le narratif de ta vie, tu mets en évidence ou tu donnes du sens comme tu veux. Moi, il y a des moments où je suis déprimé quand je suis en Gauthier, et il y a des moments où je me dis en faisant Edna, qu'est-ce que je fous là, quoi. Mais du coup, il n'y a pas toujours ce Gauthier est un garçon introverti qui n'est nulle part dans sa vie. Non, j'ai un couple heureux, je suis très heureux dans ma carrière en tant que fonctionnaire fédéral. Et j'adore Edna aussi, donc moi, voilà. Même quand je suis au travail, je suis plus ou moins la même personne, mais en down, évidemment, je vais pas commencer à faire aïe aïe aïe, nous allons parler tableau Excel et budget. Mais j'essaye d'amener de l'humour. Enfin, c'est pour ça que je dis que c'est un terrain d'expression ou de liberté où Edna peut s'engouffrer en étant plus extravertie, mais sinon il y a toujours le même Gauthier bien rigolo qui est derrière. Donc je ne suis pas un clown triste. Point. Mais quand vous êtes en bad, ça doit être horrible de performer. Parce que vous devez mettre tellement d'énergie et tellement. Il y a un truc tellement de joie, d'exaltation que. J'ai la chance de jamais être en bad. Je suis quelqu'un de très optimiste en général.
mais ma vie est bien stable et tout ça, donc peut-être aussi que ça aide. Mais même quand j'ai eu le décès de mon grand-père qui m'a fort affecté, j'étais content d'être là. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir entaché ma prestation, parce que c'est vraiment un univers à part, je trouve, une fois qu'on va sur la scène, après avoir passé 2 heures à se transformer, machin, il y a quand même quelque chose qui se passe qui fait qu'il y a une cassure avec l'ambiance de juste avant. Donc ça peut m'arriver de pousser les portes du cabaret Mademoiselle en disant oui, je suis fatigué et d'être un peu... Mais une fois que j'ai passé le processus de transformation, je suis un papillon. C'est vrai qu'il y a ce côté 2 heures de maquillage qui fait que tu tournes vraiment... Enfin, tu fermes la porte à tout le reste et show must go on, en fait. Ou quand t'es vraiment... down, show must pas le choix, mais on y va. Donc, et c'est effectivement ce processus de transformation qui fait que tu, pendant toute cette période de préparation, de maquillage, etc., tu mets tout de côté et puis go. Il y a vraiment eu des jours, effectivement, où mauvaise nouvelle ou pas le cœur à ça, mais il y a aussi le processus de transformation et le fait aussi, on a la chance, je pense, de toujours ou quasiment toujours se préparer à plusieurs dans des loges, ce qui fait aussi que du coup tu connectes avec les autres, tu te prépares ensemble et vous allez être dans la même galère pendant la soirée. Donc il y a le côté très social du drag, en tout cas pour moi. Quand je dis par exemple, quand on me demande comment faire pour commencer à être drag queen, je dis directement trouve-toi un groupe. Tu dois pas faire ça, tu peux si tu veux, faire ça dans ta chambre, dans ton coin ou sortir toute seule, mais pour moi c'est tellement imbriqué dans mon cercle d'amis dès le début quand j'étais chez maman et maintenant un nouveau cercle d'amis et puis maintenant je vais à The Agenda, c'est des autres amis. C'est hyper social et donc c'est très porteur en fait. C'est pas juste des collègues. On partage quelque chose. Je trouve. Là où, parce que j'ai entendu penser pendant que tu parlais, un moment où il y a vraiment un contraste entre Edna et Gauthier, et ça ne m'est plus arrivé depuis très longtemps, mais je me rappelle que quand j'étais célibataire et que je travaillais chez maman, donc on finissait super tard, machin, donc j'étais vraiment down, fatigué, et que je me démaquillais, le fait d'être tout dégueulasse avec une peau bien rouge, encore un peu huileuse, machin, et de continuer à boire un verre quand même parmi les gens, on est devenu anonyme d'un coup, parce qu'avant on était adulés entre guillemets, les gens nous applaudissent, on nous reconnaissait, on veut faire des photos avec nous, et puis on arrive, on est juste en civil, et parfois ce changement de personnage est très abrupt, parce que le démaquillage c'est 10 minutes, quoi. Alors que le maquillage c'est 2 heures. Et là, personne ne te reconnaît. Plus personne ne nous reconnaît, mais du coup c'est... Bon, moi maintenant, parce qu'il y a eu Drag Race, donc on voit ma tête que j'ai en civil, mais... quand j'étais célibataire, c'était très difficile en me disant, ouais, au final, qu'est-ce que je vaux? Je ressemble à rien, je ne trouverai plus jamais quelqu'un. Mais il y a peut-être la fatigue et l'alcool qui jouaient aussi sur ce jugement. Mais je ne sais pas si tu avais ça aussi à des moments. Si, c'est vrai qu'effectivement, il y a des moments où tu te dis, oh, mais en fait, j'attire l'attention, entre guillemets, quand je suis en drague et quand je suis sur scène et tout le monde me voit. Et puis quand je redescends 5 minutes après démaquillé, on me regarde pas. On a eu ça aussi sur le bateau, justement, on en parlait sur cette croisière avec 3000 homosexuels bodybuildés. Quand tu es en drague le soir, t'es la reine de la nuit, et le lendemain, t'es dans ton maillot, t'es la petite crevette à côté de tous les mecs musclés, et personne te regarde, limite, on te fait comprendre que t'as pas vraiment ta place au bord de la piscine, parce que t'as pas le même gabarit que la majorité des gens. Ça a changé. En tout cas, quand je l'ai refait, mon corps n'a pas changé, je suis toujours une crevette. Je sais pas, je trouve que l'acceptation d'un autre corps dans le milieu gay est aussi plus acceptée, alors qu'il y a 7-8 ans, il fallait être bodybuildé, être... Comment ils appellent le circuit, c'est ça, hein, à Madrid. C'est genre la Pride, j'ai l'impression, à Madrid, où il y a que des gens bodybuildés, machin, et c'est un format, un stéréotype gay. Maintenant, je trouve que la communauté s'ouvre un peu plus sur les différents types de corps, et ça aide aussi à mieux se sentir, notamment sur des bateaux avec 3000 homosexuels. Vu que je l'ai refait aussi plusieurs fois, et je l'ai fait récemment, je l'ai fait l'année dernière, donc
je ne me suis pas senti, je me suis moins senti. Après, je suis pas la même personne qu'à 10 ans, donc peut-être que moi-même, je fais moins attention au regard des autres. Tu es marié aussi Et depuis aussi, je suis 8 marié, ans, donc tu ne je ne veux plus cherche pas. séduire. Tu veux dire que j'ai abandonné, c'est ça, et que ça se T'as voit. abandonné. C'est quoi une drag mother? Eh bien, c'est nous pour toi d'ici quelques minutes. Intervention. La drag mother, c'est un peu la coach d'une baby drag. Donc, quand quelqu'un commence, veut se lancer, veut créer son personnage ou veut monter sur scène pour la première fois, c'est quelqu'un qui va soit la maquiller, soit lui apprendre les techniques de maquillage. Pour nous, notre drag mother, clairement, et en plus, elle portait bien son nom, elle s'appelait Maman. Après, c'est Maman et la troupe de chez Maman qui nous ont apporté plein de choses, mais elles vont te maquiller pour la première fois à la nuit des débutantes et puis t'apprendre un petit peu les produits, les marques de make-up, comment placer tes ombres, tes lumières, etc. Parfois, c'est à la dure aussi, surtout nous, on vient de l'école de... on nous lâche des crasses pour nous dire que ce qu'on fait c'est pas ce qu'il faut faire ou qu'on est mal attifé, qu'on est langue de VIP. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va t'apprendre un petit peu comment t'habiller, comment te coiffer, comment... Et aussi l'humour. Enfin, pour moi, personnellement, et en regardant Drag Race, je me suis rendu compte à quel point il y a quand même une filiation avec Chez Maman. C'est que non seulement ça m'a développé une certaine esthétique, la bourgeoise, Desperate Housewife, tout ça. De bijoux. Et que j'adore les bijoux. Mais aussi en termes d'humour, je trouve que mon humour un peu cinglant, que les gens aiment bien quand je faisais mes confessionnaux, pour moi, j'entendais maman faire ce genre de blagues-là, des petits commentaires comme ça en regardant de côté. Donc c'est un peu ça la drag mother, c'est pas une inspiration, mais en tout cas quelqu'un qui transmet un peu aussi une culture. Après, il faut pas fantasmer, je crois, non plus le rôle de la drag mother, parce que ce n'est pas que ça, que une personne. Je regarde maintenant ce qu'on fait au Cabaret Mademoiselle, c'est plus un collectif, c'est une communauté, et moi j'apprends autant maintenant encore d'une danseuse burlesque que d'un circassien et que d'une autre drag queen. C'est l'émulation au final. Mais parce que la drag mother entend quand même un côté hiérarchique, je trouve, où c'est elle qui porte quelque chose, c'est elle qui est la référente. Et j'aime moins ce concept-là. Maintenant, je suis plus dans un système démocratique de communauté. Et je trouve que ça décrit mieux le drag maintenant, en tout cas. Dans ma relation avec Athéna, par exemple, moi, c'était très anecdotique. Athéna, qui est ma fille. Je l'ai maquillée justement à papier. une nuit des débutantes. Et puis après, quand elle a rejoint l'équipe ici aussi, elle a accepté de prendre le nom Sorgellikis, la version grecque de Sorgelsen. Mais j'ai surtout l'impression qu'elle est la fille du cabaret, elle est la fille de Boop, parce que Boop lui a appris aussi beaucoup, elle a donné la scène, elle lui a appris le maquillage. Moi, je lui ai dit, allez, vas-y. Et hop, je suis parti adopter une autre. Mais c'est curieux comme milieu parce que c'est à la fois, comme vous dites, langue de VIP et à la fois très bienveillant. Et des fois, c'est ça. Je sais pas, genre, on a regardé la première saison de Drag Race France il y a pas longtemps. Et au début, j'étais choquée à quel point tout le monde était méchant. Et puis en fait, j'ai compris que c'était probablement bienveillant. Ouais. Mais il y avait un truc au début, ça me déstabilisait un peu parce que j'étais là, mais vous êtes tous ensemble, c'est pas très sympa. Et c'est pas déstabilisant au début. Est-ce qu'on sait toujours un peu sur quel pied danser Non. En tout cas, moi, comme je disais, il y a 20 ans, là où j'ai débuté, c'était plus que des langues de VIP. C'était vraiment des vilaines, des très vilaines. Non, c'était vraiment le stéréotype de la beauté froide qui regarde tout le monde de haut et qui te lâche vraiment les pires crasses que tu peux. Parce que ça reste un milieu artistique, donc où il y a beaucoup d'ego, où il y a de la concurrence. Oui. Il y a que ça. Et je crois qu'il y a le côté aussi
on est malgré tout des minorités. Tu as dit tout à l'heure qu'on était des oiseaux blessés, ou je sais plus le terme que tu avais utilisé, mais... J'ai sûrement pas dit oiseau blessé. Ça c'est moi, mais c'est mon côté Barbara. Un jour, peut-être une nuit. Et je crois qu'on s'en est pris plein la gueule d'une manière ou d'une autre. Quand on était adolescent, on se prenait des brimades ou à un degré divers. Et donc, je trouve qu'une culture comme la nôtre de drag queen qui utilise l'humour pour faire du feedback, mais qu'on sait bien que ça reste de l'humour et que malgré tout c'est bienveillant, c'est autre chose qu'une brimade qui clairement est méchante pour te dévaloriser. Enfin, quand j'entends maintenant, quand on se fait, même au Cabaret Mademoiselle, des commentaires et des blagues, c'est dans le but que la personne soit rigole avec nous, soit rigole de son choix. Oui, c'est un choix esthétique que j'ai fait comme ça, ou voilà, mauvaise expérience, j'en rigole avec. Se rendre compte de choses et puis éventuellement le corrige, mais c'est la comparaison avec un côté très méchant où on veut juste te rabaisser. Ici, on te tire via une technique qui nous habituait à nous tirer vers le bas. Oui, il y a une réappropriation de... C'est ça. Et c'est le principe du mot queer, par exemple. Hein. Queer, c'est une insulte. Et puis finalement, maintenant, c'est revendiqué. Freak, mais il y a aussi... pareil, c'était une insulte et il y a toute une communauté maintenant qui se revendique freak. Donc, tout ce qu'on veut, nous, c'est un monde en paix. Mais oui, après ça reste effectivement, je peux comprendre que ça soit déstabilisant de se dire mais elles se détestent toutes et puis après elles font mais on est toutes des sales. Ouais. Mais là vraiment c'est une compétition quoi. Donc ça peut être vrai les pics. Mais il y a peut-être une différence chez les Françaises parce que parce que c'est en démol. Parce que c'est en démol. Oui. Mais nous par exemple, sur les 10 candidates, j'en connaissais 7 donc d'office et on a déjà travaillé ensemble etc. Donc on est potes. Et donc, on est en compétition. Alors moi, je l'ai pas fait très loin, donc je sais pas. Peut-être qu'au bout d'un moment, j'aurais été plus compétitrice. Mais au début, voilà, on est 10, donc on rigole. Alors que les Françaises, le pays étant plus grand, peut-être qu'elles ne se connaissaient pas mutuellement, donc elles se voient pour la première fois comme de la concurrence. Et donc, oui, peut-être que le premier réflexe, c'est regarde, je suis plus drôle que toi. Et nous, mais je crois qu'il y a sans doute de ça. Et je crois que la production française a aussi beaucoup plus poussé ce côté. Et elle dit du mal d'elle que nous on n'a pas du tout eu ça au niveau de la production belge et je pense que même s'ils avaient essayé non peut-être l'une ou l'autre aurait dit un peu plus de crasse mais par contre moi j'ai pas du tout senti même vers la fin l'aspect compétition avec les autres. J'étais plus en compétition avec moi-même que de vouloir anéantir les autres. Donc, c'est ça qui est chouette aussi, comme je disais tout à l'heure, le fait qu'on nous fasse faire des défis pour lesquels on n'a pas du tout l'habitude de faire, etc. Au final, c'est un défi pour toi et tu as envie d'être le ou la meilleure par rapport à toi, de réussir juste le challenge et le défi. Et en fait, si tu rates, tu te dis pas c'est parce que l'autre a été meilleur. Tu dis juste c'est parce que moi j'ai raté le défi. Ou si tu gagnes, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le percevais. Ouais, t'étais en demi-finale, c'est pour ça que tu le dis. Est-ce que le drag c'est toujours lié à l'orientation sexuelle ? Pourquoi il y a très peu d'hommes hétéros qui font du drag ? Le drag en soi est une pratique artistique on s'en fout totalement du genre du performeur qui est en dessous du personnage. Je pense qu'il y a très peu d'hommes hétéros qui font du drag. Ça existe, il y en a, mais ça fragiliserait tellement leur masculinité, d'être rabaissé à devenir une femme que non, ça ne peut pas, c'est impensable. J'imagine que c'est ça, après je ne suis pas dans leur tête, mais en soi le drag n'importe qui peut en faire, qu'on s'identifie comme femme, comme homme, qu'on soit cis, qu'on soit trans, qu'on soit hétéro, qu'on soit homo, go et comme il y a beaucoup moins de drag king aussi. Parce que vous pensez que c'est parce que c'est plus facile pour une femme d'assumer sa masculinité dans la vraie vie sans avoir besoin de passer par un personnage ? Ouf. Oufti. J'avais pas pensé à ça, mais peut-être que c'est pour ça. Non, je sais pas. Moi, je crois aussi que c'est peut-être un milieu qui est... de ce que je sais, attention, la sociologie par Edna Sorgelson.
le milieu gay homme a tendance à à vivre plus dans la nuit, etc. Ils sont plus festifs et c'est souvent le stéréotype des lesbiennes. En tout cas, de mon temps, c'est que elles sortent un peu moins, elles se mettent vite en couple, etc. Donc, il y a moins de Le sorties. chalet, les chats, le skateboard. C'est ce qu'on dit. Mais donc, du coup, moi, j'ai toujours vu le drag comme une expression culturelle d'un milieu gay à la base. Mais peut-être qu'il y avait moins de scènes ou moins d'occasions qui rassemblaient des femmes qui avaient du coup envie de faire du drag king. Et donc du coup, ça s'est moins développé. Mais maintenant, comme il y a une plus grande réflexion sur le genre en général, elles se disent peut-être, oui, moi aussi j'ai envie de faire de la scène, et moi aussi j'ai envie de jouer avec les codes. Peut-être tu aurais plus de drag king si c'était à 14h. Voilà. Le samedi, à 14h. Après, les kings, ils étaient totalement invisibilisés il y a encore quelques années aussi. Donc c'est ça aussi, je pense que ça paraissait totalement, ça ne paraissait pas pensable ou accessible parce qu'il n'y en avait pas. Donc là, il y a de plus en plus de visibilité sur les kings, donc forcément il y a peut-être de plus en plus de gens qui s'y intéressent et de personnes qui se lancent. Après, je sais pas du tout si ça peut être lié aussi au fait que c'est plus facile d'assumer sa masculinité, ou en tout cas sa part masculine. Est-ce que tu ferais du king ? Entre une drag queen et une drag king, qui deviendrais-tu ? Queen de ouf. Queen de ouf. Ouais. Bah, je trouve ça... Enfin, moi, ça me... Mais je pense qu'il y a aussi un aspect peut-être plus... Comment dire ? Spectacle. Show. Bah, exubérant. Exubérant, Ouais. C'est ça, c'est ce que j'allais dire dans le côté queen, parce que justement l'ultra-féminité le permet dans les codes de notre culture, dans les codes de genre de notre culture, que le king de base, ou en tout cas la masculinité de base est beaucoup moins olé olé, you Ouais. et Je me dirais, et j'ai fun, pas envie d'avoir en fait. un personnage où genre je dois faire exprès d'être chiante comme un mec, tu vois. Il y a un truc de... boring, c'est tu vois. vite- d'office, Ouais. tu tends à... tu as un costume, un costume 3 pièces et un nœud papillon et... Mais écoute, moi je le visionnais en cow-boy, donc j'ai vraiment pas de modèle en termes de Moi, chaque drag fois, je king. vois Conan le barbare, à chaque fois, je vois Arnold Schwarzenegger, qui est le parangon des drag kings, parce qu'il est tellement masculin avec sa grosse épée et ses cheveux gras, tu vois. Tu te dis, Mais voilà, tu vas vers le macho, que ça soit le cowboy ou Ouais, ou Arnold Il y Schwarzenegger. a pas vraiment de modèle. Mais en fait, il y a de plus en plus de kings justement qui osent le costume à paillettes roses et les moustaches vertes et c'est ça qui devient fun justement, c'est d'avoir ce côté exubérant, parce qu'effectivement l'homme en soi est boring. Enfin, les codes de la masculinité dans notre culture. Bah, ils sont étriqués, quoi, en tout cas. Ouais. Ce qui n'était pas le cas il y a 4 siècles, où justement... On savait rigoler à l'époque. Ah, ça, On les leur hommes, coupait ils la étaient tête, beaucoup peut-être. plus you-you. Mais avant ça, quel fun. Vous seriez qui aujourd'hui sans le drag? Oh, ça c'est drôle comme question. Moi, je crois que je serais la même personne, moins fatiguée. Ah, mais toi, t'as quand Moi, même j'ai toujours gardé ma gardé carrière à ta côté, carrière, donc, du t'as coup, toujours voulu continuer ta carrière. J'ai jamais voulu choisir, moi. Je Voilà. me dis, je garde les deux et je force. Jusqu'au jour où je ferai une crise cardiaque. Voilà. Et je pourrais dire, j'ai vécu 2 vies. Mais non, je crois que je serais la même personne. Peut-être un peu moins, avec des compétences en moins ou une confiance en soi qui serait peut-être différente, mais foncièrement presque identique. Et vous, mademoiselle Boupou, seriez-vous Je n'en sais rien du tout. dans la publicité? Je crois pas, parce que quand j'ai arrêté, quand j'ai été diplômé, je me suis dit non, je travaillerai jamais dans la publicité, peu importe que le drag ait croisé mon chemin, juste que je ne voulais plus. Mais je sais pas, je serais sans doute dans l'audiovisuel d'une manière ou d'une autre, parce que ça m'a toujours passionné. Je crois que j'ai quand même toujours eu aussi ce côté, j'ai plein de projets, donc je serais peut-être youtubeur, podcasteur, je serais Fanny Ruet en fait. Peut-être. Je sais pas si j'aurais forcément été vers la scène,
Bah, si t'aimais bien ça, ça t'aurait manqué, t'aurais trouvé une autre forme artistique. non Ouais, bah, peut-être le stand-up, peut-être. Je serais Fanny Ruet. Ça y est. Parlant de stand-up, c'est quoi les projets de spectacle Je sais pas si tu peux en parler. Je peux couper cette question si tu veux. J'en ai. Bah, je sais pas, j'ai Ah, non, entendu c'est toi parler qui as de dit tout à spectacle en arrivant. Moi, j'ai envie de faire 40 000 trucs, mais quand Mon temps commence Il à a toujours devenir- existé, Alors, enfin, en tout cas. J'ai envie de faire un One Edna Show, soit en mode très, j'allais dire Pierre Malmade, mais il est cancel maintenant, non, on peut plus dire. Muriel Robin. Mais non, en gros, oui, du stand-up. Quoique ça, c'est plus des vieux sketchs, enfin, avec une structure différente que du stand-up. Mais en gros, avoir un spectacle humoristique qui allie à la fois des performances lip-sync, du chant, avec de la danse, et puis des petites projections, etc. Je crois qu'il y a vraiment moyen que je m'amuse là-dedans et que c'est un truc qui m'intéresserait beaucoup. Si ça peut être dans le domaine spatial et que ça s'appelle l'Ethnodyssée, ça m'éclaterait. Il est déjà écrit en fait. Dans ma tête, j'ai mon scénario, mais ça finit mal, donc je trouve que ce serait bien d'avoir... C'est la web-série qui est déjà écrite. La web-série est déjà écrite. La web-série, il y a une web-série. Ah, on avait voulu faire une web-série On pendant a- le on a- confinement. On a, comme je te disais, 1000 projets à la journée et il y en a beaucoup qui restent dans les tiroirs et qui verront peut-être jamais le jour. Mais on a beaucoup d'ambition. Après, on n'a absolument aucun moyen ou très peu pour le moment, mais on a déjà discuté de beaucoup de choses. Oh, oui. Donc l'Ethnodyssée web-série L'Ethnodyssée. existe. La web-série est le plus loin. Le c'est le plus loin. scénario. Et sinon, j'aimerais beaucoup faire de la télé. Alors, soit on me donne mon talk show. Ce Tu serait démarres en bas de l'échelle, c'est cool. ou alors je commence chroniqueuse ou participante d'une émission régulière et trucs. Enfin, je sais pas, j'ai envie de faire de la télé. Ça m'attire beaucoup la télé. Je dois avouer. Un peu moins la radio, parce que pour une drag queen à la radio, je vois pas trop l'intérêt de se maquiller. Mais je sais bien que j'ai une voix qui est... Enfin, on me dit parfois que j'ai une voix agréable à écouter, donc peut-être faire de la radio. Mais je n'ai pas mon physique de radio, donc... non, mais de la télé, j'aimerais vraiment bien. Voilà. Et vous, Boop? Ou alors, tu veux d'autres questions? Non, mais tu peux les poser, hein. Je t'en prie. C'était quoi la question? Quels sont tes projets? Des projets, j'ai toujours 1000 projets, mais là pour le moment, rien de réellement concret. Mais que ça soit avec le cabaret Mademoiselle ou avec les filles de Drag Race ou avec les copains et les copines de je ne sais où, j'ai très envie de faire d'autres scènes, d'exporter un peu le format cabaret sur des plus grandes scènes partout en Belgique. Le podcast, c'est quelque chose qui m'anime toujours aussi, donc Boop et Edna, le podcast. Notre format, on va relancer une 3e saison prochainement et potentiellement, que ce sera déjà sorti, on est sur un podcast avec Typique, sur un autre format que ce qu'on a déjà fait. Et puis... C'est Amour, Drague et Courrier, c'est ça? Amour, drague et courrier, oui. Oui. On y parle d'actualité, on décortique l'actualité. En tout cas, Avec un ton piquant? avec un ton piquant. Et on papote improvise entre dessus, nous, donne on notre fait avis, quelques recherches sur des bêtes trucs ou des... C'est Boop et Edna, mais avec une trame. Bon, Il n'y a même pas spécialement de trame. c'est il y a un film qui sort, et ben on en parle sans l'avoir vu. Voilà. Les Des- journalistes. C'est ça, tout à fait. Boop et Edna, Mais c'est du divertissement. On nous a bien reporter. fait comprendre, vous n'êtes pas des expertes, ok? Oui, vous c'est- apportez du C'est divertissement. fait- donc. le format conversationnel, on a juste un prétexte de sujet pour discuter entre nous et raconter des bêtises. Donc voilà, potentiellement, j'ai envie d'agrandir le cabaret Mademoiselle, qui devient trop petit. Et j'ai envie de... J'avoue que c'est tout le temps complet. Bah Chaque ouais, fois c'est que tu lourd, le hein. ce qui en déplaces, soi est rassurant. c'est super, hein. Je te Mais souhaite après, que ce ça qui est continue, frustrant, mais ça c'est me saoule. que c'est complet, mais qu'on rentre pas dans nos frais. Donc, parce que justement, pas Ah assez ouais. de place pour mettre des gens et payer décemment les artistes et les techniciens et l'équipe, etc., etc. Donc là, je suis sur des demandes de subsides, des tableaux Excel, etc., etc. pour le cabaret. Mais moi, mon kiff serait de pouvoir
reprendre une petite salle de théâtre ou un ancien cinéma ou quelque chose et en faire un cabaret 2.0. Donc voilà, plein de projets, plein d'ambitions, des trucs concrets, le podcast et à mon avis très prochainement une espèce de mini tournée ou des shows en dehors du cabaret. Et puis après plein de rêves. Ah bon? Des rêves. On rêve. On trime, oui. Oui, mais beaucoup de mes projets ou rêves deviennent réalité, donc Continue à rêver, mon voilà, petit. je vous crée des opportunités, Edna. Merci. C'est quoi votre plus grande fierté? Criquet. Toi d'abord, attends, je réfléchis. Moi, j'ai du mal à être fier de quelque chose en général. J'ai toujours le syndrome de l'imposteur, donc c'est vraiment qu'est-ce qui fait que c'est waouh. J'aime bien faire des grandes scènes, présenter devant des grandes scènes et me dire j'ai été capable de présenter un spectacle, de faire rire beaucoup de gens sans qu'il y ait une connexion de proximité comme on peut avoir au cabaret ou comme j'avais pu avoir chez maman. J'y éprouve de la fierté, c'est vrai. Et plus récemment, quand j'ai fait du clubbing aussi, à Fury, parce que moi, pareil, en fait, j'aime bien la proximité avec les gens, mais dans le clubbing, tout le monde est torché. Donc, soit ils sont à distance physique, soit ils sont à distance d'ébriété. et me dire que j'arrive à performer, à faire quelque chose qui plaît aux gens comme ça me rend fier. Avoir participé à Drag Race, mine de rien, me rapporte un peu de fierté. Elle est tout en fière, en fait. Non, mais il faut que je gratte, quoi. Il faut que je Faut gratte. que tu grattes. Vous avez assez gratté, là Moi, j'étais très fier de nos vidéos sur YouTube à l'époque. Oui. À l'époque. Quand je les regarde maintenant... On était sur YouTube avant YouTube. Il y a 9 ans. Donc, il y a 9 ans déjà. Oui. Oui. J'étais vraiment fier. À l'époque, c'était notre plus grand accomplissement dans notre carrière drague. C'était drôle. Je regarde ces vidéos avec beaucoup de nostalgie. Notre fraîcheur de alors je m'approprie un peu ton succès, mais je suis fier aussi du Cabaret Mademoiselle parce que comme je suis là depuis 5 ans... mais vous avez été une grosse pierre dans cet édifice. Une grosse pierre fière, voilà. Je suis fier que c'est sold out, mais qu'on ne rentre pas dans nos frais. Youpi. Et toi, la fierté? La fierté. Quand je prends un pas de recul, je suis assez fier d'avoir fait bouger les choses, justement pour les pratiques très de niche, que ça soit le burlesque, le drag. Je pense qu'avec avec le cabaret Mademoiselle, on a fait découvrir un plus grand public les disciplines, la pole dance, etc. Et on en a montré l'aspect culturel, mais c'est ma fierté, mais j'ai d'ailleurs utilisé le « on », c'est un travail collectif. Et je pense qu'on a aussi sorti le drag du milieu de la nuit uniquement. Donc ouais, il y a cette fierté-là avec le cabaret. Et puis j'ai aussi ma petite fierté sur The Agenda, le 2e établissement, où on a créé un lieu qui n'existait pas encore à Bruxelles pour la communauté LGBTQIA+, étendue, parce que j'avais vraiment l'impression qu'il n'y avait que des bars pour les gays cis, et ça c'est une petite fierté aussi, travail collectif également, mais voilà, mon petit empire, j'en suis fier. Merci. 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 À toi. J'espère que l'épisode vous a plu. Foncez évidemment voir Edna Sorgelson et Mademoiselle Boop sur scène au Cabaret Mademoiselle à Bruxelles ou dans plein d'autres endroits. Il y a quelques dates en France notamment. Dans la description, je mets plein de liens pour suivre Edna et Boop sur les réseaux, pour écouter leur podcast ou pour regarder la première saison de Drag Race Belgique. N'hésitez pas à vous abonner aux gens qui doutent évidemment, à en parler autour de vous, voire à me suivre sur les réseaux sociaux @FannyRuet sur Facebook, Twitter, Instagram. Des bisous. Mais cet épisode a été mixé par le fabuleux, l'incroyable, le très musclé Maxime Wathieu. Et ne merdez pas.